l'actualité rencontre à Abidjan des experts de la cybercriminalité de l'espace francophone. Il s'agit de renforcer la cyberprotection de la zone, surtout quand on sait que de plus en plus de personnes sont victimes d'escroqueries ou de chantage via Internet. Le mercredi des cendres 7 aujourd'hui, les chrétiens catholiques entament 40 jours de jeûne. Ce carême débute par l'imposition des cendres, la prière, l'aumône et le jeûne. Il s'agit ainsi de préparer la fête de Pâques. Et puis en Égypte, le tourisme est un secteur sinistré à cause des attentats terroristes. Les célèbres pyramides égyptiennes ont vu le nombre de visites baisser de moitié ces dernières années. Bienvenue dans le point de l'actualité, vous suivez RTI 1, bonjour à tous. Direction le palais présidentiel d'Abidjan pour commencer avec le 3e conseil des ministres du nouveau gouvernement ivoirien aujourd'hui mercredi. Le point de la rencontre gouvernementale dans nos prochaines éditions. Une mission de haut niveau du MCC, Millennium Challenge Corporation, en visite en Côte d'Ivoire. Séance plénière à la primature entre les membres de la mission et ceux du gouvernement, plus que quelques efforts pour que la Côte d'Ivoire bénéficie de ce programme américain. Christelle Mena. 2 jours pour créer les conditions d'élaboration du programme Compact de la Côte d'Ivoire, et cela 2 mois après la déclaration d'éligibilité de la Côte d'Ivoire à ce programme. C'est l'ultime palier du Millennium Challenge Corporation et la Côte d'Ivoire n'a plus que quelques indicateurs à mettre au vert. Les membres du gouvernement et la mission de haut niveau du MCC en visite en Côte d'Ivoire plancheront sur 4 priorités. Le système de collecte des impôts, l'adéquation entre la formation et l'emploi, l'accès aux terrains industriels et la mobilité des biens et services. Cette mission de haut niveau du programme Compact du MCC coïncide fort heureusement avec le nouveau cycle de programmation du Plan national de développement 2016-2020. Ce plan traduit l'ambition d'accélérer la croissance et le développement de la Côte d'Ivoire à travers notamment la poursuite des réformes structurelles et sectorielles et la mise en œuvre d'un important programme d'investissement évalué à 30 000 milliards de francs CFA, dont au moins 60% sont attendus du secteur privé. Des projections qui puisent leur faisabilité dans un grand nombre de réformes engagées par la Côte d'Ivoire sur les plans politiques, socio-économiques et des finances publiques. Ces réformes lui ont déjà valu d'être éligible au Threshold Programme en 2015 et lui permettent de prétendre à d'autres initiatives américaines. Des opportunités pour booster une croissance économique déjà très enviable. 9,8% de PIB en perspective pour 2016. La modernisation de l'état civil en Côte d'Ivoire. L'Office national d'identification et les représentants des différents ministères concernés par la question se sont retrouvés pour en discuter. Il a principalement été question de jeter les bases d'une approche concertée pour un état civil fiable dans le pays. Michel Digré. La gestion de l'état civil en Côte d'Ivoire n'a pas toujours été aisée. Plusieurs dysfonctionnements ont été relevés au fil des années, notamment sur la question des déclarations de naissance. Quand on a fait les audiences foraines passées, on a vu que les gens étaient sans documents administratifs. Vous voyez des gens qui sont bien respectables, mais quand vous leur demandez de présenter leurs documents administratifs, ils n'en ont pas, malheureusement. Et les enfants ne sont pas déclarés, bien que l'État ait fait des efforts pour que les agents secondaires d'état civil soient pratiquement dans tous les villages. Et pourtant, l'importance des déclarations des faits d'état civil n'est plus à démontrer. Sans acte d'état civil, vous ne pouvez pas avoir de carte nationale d'identité, vous ne pouvez pas avoir de passeport, vous ne pouvez pas avoir accès à la fonction publique, vous ne pouvez pas avoir accès à l'assurance maladie universelle. Plusieurs acteurs interviennent dans le domaine de l'état civil sans véritable coordination. C'est pour remédier à cette difficulté et conduire de façon efficiente la nouvelle vision du gouvernement en matière d'état civil que s'est tenue cette rencontre. Il s'agit pour l'Office national d'identification, en tant que structure en charge de la modernisation de l'état civil, de rapprocher ces différentes structures, de fédérer leurs énergies, de créer l'interdépendance entre ces structures-là et conduire notre état civil pour le sortir des difficultés qu'il connaît. Les rôles et responsabilités des différents acteurs de l'état civil en Côte d'Ivoire ont été présentés au cours de cette réunion. Les bases du cadre de collaboration également définies, avec en ligne de mire les nouvelles orientations pour la période 2016-2020.
Rencontre à Abidjan des experts de la cybercriminalité de l'espace francophone. Il s'agit de renforcer la cyberprotection de la zone, surtout quand on sait que de plus en plus de personnes sont victimes d'escroqueries ou de chantage via l'outil Internet. Alexis Ouedraogo. Les Européens ne sont plus les seules victimes des cyberdélinquants. Aujourd'hui, ils prennent pour cible des personnes un peu plus proches d'eux. En 2015, en Côte d'Ivoire, sur 1409 plaintes de cyberescroquerie, plus de 1093 victimes étaient ivoiriennes. Coût du préjudice, 3,9 milliards de francs CFA. Pire, les arnaques peuvent être vicieuses. La jeune fille âgée d'à peine 15 ans qui a été victime d'un chantage à la vidéo et n'ayant pas les moyens de pouvoir payer financièrement le cyberdélinquant, elle a été obligée de devenir son objet sexuel. Et elle est venue ici porter plainte le jour où celui-ci lui a demandé de coucher avec tous ses amis. Autre point notable, entre juin et juillet, période équivalente au congé scolaire, la cybercriminalité connaît un pic. En cause, des élèves qui, le temps des vacances, s'adonnent à ces pratiques malsaines. L'état des lieux a été présenté aux experts du cyberespace francophone en visite dans les bureaux de la PLCC. La DITT oppose à tous ces mots technologie et sensibilisation. La DITT oppose à ces délinquants des technologies pour venir appuyer les enquêteurs, mais également une forte dose de sensibilisation pour aider le grand public à comprendre, mais également faire comprendre aux délinquants qu'ils encourent de grosses peines quand ils ne font pas attention ou quand ils font mal aux victimes. Un procédé salué par les experts venus voir de près le modèle ivoirien. Nous avons vu tous les efforts qui ont été faits en termes de sensibilisation. Le souci, c'est la réponse répressive face à la cybercriminalité pour que le brouteur ne puisse pas être regardé comme un monsieur cool, mais qu'il soit vraiment vu comme un délinquant. Au cours des échanges, la nécessité de renforcer les relations avec les corps dont l'appui dans la lutte est primordial, notamment les magistrats, ont été soulignés. L'exhortation à une régulation plus forte du numérique dans l'espace francophone aussi. Pascal Affi-N'Guessan, Premier ministre de Côte d'Ivoire en 2002, au moment de la mort de Robert Guèye, a été entendu hier par le tribunal militaire. Cela dans le cadre du procès des 19 militaires présumés assassins du général, de son épouse et de son personnel de sécurité. Abou Sanogo. Je n'ai jamais annoncé dans ma déclaration en 2002 que le général Robert Guèye se rendait à la RTI pour une prise de pouvoir. Je n'avais aucun élément à ma possession pour affirmer qu'il était à la tête d'un groupe armé pour un coup d'État. Ainsi s'est exprimé Pascal Affi-N'Guessan, Premier ministre d'alors. Entendu en tant que témoin, l'actuel président du Front populaire ivoirien a soutenu avoir appris le décès du ministre Bogadoudou et du général Robert Guèye par voie de presse, puisqu'il se trouvait à Yamoussoukro dans la nuit du 18 au 19 septembre. C'est à son retour qu'il a tenu un conseil de gouvernement à la résidence de l'ex-président Laurent Gbagbo et appelé les Ivoiriens à la sérénité. Ont été également entendus 2 enfants du général Robert Guèye ainsi que des membres de la famille du capitaine Fabien Koulibaly. Ce que j'attends de la justice, et j'y crois, je pense que toute la vérité éclatera et qu'on nous dira enfin qui a fait quoi et comment est-ce qu'ils l'ont fait. Déjà même qu'on ouvre ce procès-là, on n'aurait jamais pu imaginer qu'un jour ou l'autre, ils allaient être jugés. Donc s'ils le sont déjà, moi j'ai confiance en la justice. Suspendu, l'audience reprendra le lundi 15 février prochain. C'est pour permettre aux avocats de préparer leur plaidoirie et au commissaire du gouvernement de prendre ses réquisitions. 19 militaires sont poursuivis pour des faits d'assassinat et de complicité d'assassinat du général Robert Guèye, de son épouse et des membres de sa sécurité. Ils sont 31, ce sont des promus de la base aérienne de Bouaké et ils ont été célébrés. Le général de brigade a invité les militaires et aviateurs au courage pour une armée professionnelle. Le reportage de Kwadjo Kwame. Le général de brigade Ouénie Jean-Jacques, commandant les forces aériennes de Côte d'Ivoire à Bouaké. Passage en revue des troupes et visite des bâtiments des troupes, du foyer, du MEX-BINS, des postes de commandement, de police et une partie du garage réhabilité. Occasion pour le colonel-major Bléoué Ewi, commandant la base aérienne de Bouaké, de faire le bilan de la réhabilitation de la base. Cependant,
beaucoup reste à faire. Nous pouvons citer le déficit en moyens de mobilité terrestre, de sécurité incendie. De surcroît, la réduction de la dotation en carburant rend l'exécution des missions de plus en plus difficile. Aussi, a-t-il indiqué que le moral des troupes est au haut niveau malgré les conditions de travail difficiles. Pour le président d'honneur de cette rencontre, 2016 doit consacrer le relèvement des défis, toutes choses qui nécessitent que les hommes en armes fassent preuve d'ingéniosité, de courage pour une armée professionnelle. Un militaire, quand on le voit, il doit rassurer. Et je voudrais compter sur vous pour donner cette image-là de notre armée à toute la nation. Des officiers supérieurs aux soldats du rang, en passant par les officiers, les sous-officiers supérieurs et les sous-officiers subalternes, au nombre de 31, ont vu leur galon arrosé. Des trophées ont été remis aux vainqueurs du tournoi de Maracana Interservice. À Gagnoa, 8 groupements et associations de jeunes et femmes victimes des crises ivoiriennes bénéficient d'un programme du PNUD et de l'ANADER. Ils vont pouvoir se lancer dans l'agriculture grâce au matériel et intrants reçus. Chantal Akandon. Ce sont 287 personnes des localités de Loguata et Bayota, département de Gagnoa, victimes des crises ivoiriennes qui bénéficient de ce projet qui entre dans le cadre des initiatives visant le rapprochement communautaire des populations de Loguata et Bayota et le renforcement de la cohésion sociale intercommunautaire. Une remise symbolique de 200 chaises, 3 bâches, 5 tonnes d'engrais, 58 litres d'herbicides et d'insecticides, 35 machettes, d'abats et faucilles, 550 kg de semences de riz, 75 kg de semences de maïs, 2 hectares de semences de manioc. Ce projet financé par le Programme des Nations Unies pour le développement est mis en œuvre par l'ANADER. Il va permettre aux 287 bénéficiaires issus de 8 groupements et associations de jeunes et de femmes d'entreprendre des activités génératrices de revenus et de bénéficier également de l'expertise et de l'encadrement technique de l'ANADER. Dans leurs interventions, le directeur régional de l'ANADER Sud-Ouest, Amadou Koulibaly, et la coordinatrice nationale du programme d'appui à la réduction de la pauvreté du PNUD, Silué Fatima, ont mis l'accent sur l'importance socio-économique des projets. Le sous-préfet de Bayota, Daniel Solange Ouidji, a pour sa part exhorté les bénéficiaires au travail afin que leurs activités agricoles propulsent Bayota au rang des sous-préfectures qui baignent dans l'autosuffisance alimentaire. Le Conseil du coton et de l'Anacard forment les agents d'encadrement de la filière. 2 objectifs principaux, accroître durablement la production et améliorer le revenu des paysans. Thérèse Yoboué. La réforme de la filière Anacard, engagée par le gouvernement, donne des résultats satisfaisants 1 an après sa mise en œuvre. Ainsi, en exécution de l'un des 6 actes stratégiques de cette réforme, qui est l'encadrement des producteurs, le Conseil du coton et de l'Anacard vient d'initier une session de formation à l'attention des agents chargés de l'encadrement des producteurs, la 2e du genre. Il était opportun de former l'ensemble des encadreurs à la maîtrise de l'itinéraire technique. Ce qui s'ajoute au module de cette année, c'est également la lutte contre les maladies et les ravageurs. Ce renforcement des capacités des producteurs, en collaboration avec le FIRCA, l'ANADER et l'Université Félix Houphouët-Boigny, vont permettre aux agents d'encadrement d'apporter aux paysans l'assistance technique nécessaire. Nous avons retenu beaucoup de choses que nous comptons mettre en exergue sur le terrain. Aujourd'hui, l'Anacard est devenue une spéculation importante pour l'État de Côte d'Ivoire. D'où l'intérêt de cette formation qui a pour objectif final d'accroître durablement la production, d'améliorer la qualité ainsi que les revenus des paysans. Avec ces mêmes objectifs, les meilleurs producteurs d'Anacard, partenaires du programme de développement durable des producteurs de cajou, ont été récompensés. Une unité spécialisée dans le traitement de la noix de cajou apporte ainsi un support social aux communautés afin d'encourager leurs efforts. Le reportage de Maria Kobi est commenté par Kader Sagodogo.
5 coopératives, 360 villages partenaires, 27 350 producteurs identifiés, plus de 11 000 tonnes d'anacarde achetées et plus de 110 millions de francs CFA de ristournes distribués. Ce sont les chiffres depuis la mise en place du programme de développement durable des producteurs de cajou en 2012. Les acteurs de ces performances ont été récompensés, à savoir les meilleurs producteurs de cajou et les meilleurs villages partenaires au programme. Ces paysans ont reçu des machettes, des brouettes, des kits scolaires, un magasin et une aire de séchage et des diplômes. Cette initiative d'une unité spécialisée dans la transformation de la noix de cajou vise à encourager les efforts des producteurs. Nous encourageons les producteurs à poursuivre leurs efforts pour la qualité et à mieux s'organiser pour optimiser la vente. C'est par ce biais que nous rendrons notre production encore plus compétitive, protégerons mieux notre environnement et notre santé et pourront tendre vers notre objectif de développement durable que nous nous sommes assignés. La palme du meilleur producteur individuel est revenue à Yeo Bakari de Marabadiassa avec une production de plus de 20 tonnes. Pour lui, seul le travail paie. Dans la production de l'anacarde, il y a beaucoup d'efforts et puis il y a beaucoup de difficultés aussi. Mais à partir du moment où le travail que tu veux faire, tu te donnes à ce travail, tu auras aussi les résultats. Le programme de développement durable des producteurs de cajou bénéficie de l'appui technique de la GIZ et de la NADER pour la confection des supports et la réalisation des formations aux paysans. Tout ceci pour le développement d'une chaîne d'approvisionnement durable. Dans le département de Tiébissou, plus de 50 hectares de champs agricoles sont partis en fumée. Les comités de lutte contre les feux de brousse sont à l'œuvre, mais pour l'heure, les feux continuent de faire des dégâts. Charles Tatou. Les populations rurales sont les plus frappées par les conséquences des perturbations climatiques, entre autres des assèchements et des tourbillons. Facteur sûr du déclenchement de cette autre catastrophe naturelle que constituent les feux de brousse. Dans le département de Tiébissou, l'heure est au bilan des champs agricoles ravagés par des incendies, comme si on était surpris par ce qui est en train de se passer. Pour l'instant, le bilan des dégâts matériels fait état de plus de 50 hectares de plantations brûlées. Pourtant, depuis l'année dernière, le ministère des Eaux et Forêts a accentué sa campagne de lutte contre les feux de brousse avec la création et la formalisation d'un comité de lutte dans chaque village. La forêt intervient donc dans le processus de régulation du climat. Cette forêt qui est perçue comme un don de Dieu qui est fait à l'humanité, cette forêt-là, aujourd'hui, est devenue l'espace où tout le monde a envie de s'affirmer. Alors, tous ces facteurs-là ont contribué donc fortement à la dégradation et à la disparition de la forêt. Ici, le village a failli être encerclé par le feu. Il y a eu le feu, effectivement. Le feu a failli prendre même le village. Heureusement que c'était un dimanche, les gens n'étaient pas au champ, tout le monde était là et on a pu circonscrire. La liste des champs brûlés pourrait s'allonger vu la persistance des incendies dans ce département. Normal donc pour la direction régionale des eaux et forêts du Bélier de mettre les bouchées doubles quant à la lutte contre ce fléau. Elle a initié à Ouniassou-Alaou une grande journée de sensibilisation impliquant les élus et cadres du département de Tiébissou dans la lutte. Ce n'est pas tout de faire une campagne, il faut évaluer ce que nous avons fait. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, quels sont les écueils, afin de corriger pour que l'année prochaine soit encore meilleure. Dans cette disposition, nous nous inscrivons. La région du Bélier dispose de 265 comités de lutte, dont 65 pour le département de Tiébissou. L'équipement de ces comités va s'effectuer progressivement après les 4 comités qui viennent de recevoir leur kit de matériel. La Société de développement des forêts SODEFOR est à la tâche pour la conservation des forêts classées. Elle a entrepris des campagnes de reboisement pour combler le déficit. L'étape de San Pedro avec Honorine Anigori. En Côte d'Ivoire, en l'espace d'un siècle, la couverture forestière est passée de 16 millions à 2 millions d'hectares de forêts denses humides, alors qu'il faut au moins 6 millions d'hectares de forêts pour atteindre l'équilibre écologique. C'est-à-dire 20% de la superficie du pays doivent être couverts de forêts. Pour y parvenir, la Côte d'Ivoire a engagé une véritable politique de préservation et de réhabilitation de son patrimoine forestier. Des campagnes de sensibilisation, comme c'est le cas à Naboville, sont menées
pour amener les exploitants à arrêter de s'attaquer aux forêts classées. Pour le directeur du centre de gestion de San Pedro, le colonel Léon Siagoué, les forêts classées de la région sont beaucoup attaquées par les exploitants agricoles. À Naboville, le président du conseil d'administration de la Société de développement des forêts, SODEFOR, Ousmane Koné, a interpellé les exploitants agricoles. Il leur a d'abord expliqué les conséquences de la disparition des forêts et les changements climatiques. Il a pris pour exemple l'harmattan de cette année qui a duré jusqu'à fin janvier. Pour atteindre l'objectif de 2020, en couvert forestier, 5 recommandations ont été faites. Les feux de brousse incontrôlés doivent être évités. Les enclaves dûment octroyées par l'administration forestière ne seront pas détruites et ne doivent pas être vendues. Les nouveaux défrichements et la reconversion des plantations de cacaoyers en production en EVA doivent être arrêtés. Les campements dans les forêts classées seront détruits maintenant ou plus tard. Les exploitants agricoles ont promis de respecter à la lettre ces recommandations. Pour le président du conseil d'administration de la SODEFOR, les 315 000 hectares de forêt doivent être préservés. Nous sommes aujourd'hui mercredi des Cendres, c'est le lendemain du Mardi Gras. Pour les chrétiens catholiques, c'est un jour de pénitence. Il marque le début du carême. Par la prière, l'aumône et le jeûne, il s'agit de préparer la fête de Pâques. Les chrétiens catholiques ont récemment effectué un pèlerinage dans plusieurs régions d'Italie. Point culminant de ce voyage religieux, l'audience publique du pape à la place Saint-Pierre de Rome. Thérèse Yoboué. Place Saint-Pierre de Rome. De milliers de pèlerins du monde entier assistent à l'audience générale du pape François. Ces audiences ont lieu tous les mercredis. Dans sa catéchèse, en cette année jubilaire, le pape François a axé sa médiation sur la miséricorde et la justice, invitant chaque pèlerin à accueillir le pardon de Dieu et à son tour à pardonner à ses frères et à ses sœurs. Pour suivre cette audience, grâce à la promptitude de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire auprès du Saint-Siège, les pèlerins ivoiriens ont occupé une place de choix dans le périmètre du pape. Un honneur et une grâce particulière pour les pèlerins et tout le pays. Dans ce moment de la miséricorde, dans ce territoire où le Seigneur a donné la clé de l'Église à Saint-Pierre pour évangéliser l'humanité et me retrouver en ce moment précis à Rome, je sais que je ne suis pas inutile dans le plan de Dieu. J'éprouve beaucoup d'émotions parce qu'il y a plus de 20 000 personnes ici présentes. C'est le premier pèlerinage du genre que la Direction générale des cultes encadre. Et il faut aussi noter qu'en Côte d'Ivoire, nous avons la confraternité, le dialogue interreligieux et surtout le rapprochement des religions. Avant cette audience, les pèlerins ont visité le musée du Vatican et ont encore eu le privilège de suivre l'Angélus en direct, place Saint-Pierre de Rome, avec le pape François. Et ces pèlerins ivoiriens ont été reçus par l'ambassadeur près du Vatican à son domicile à Rome. Le point de cette rencontre avec Thérèse Yoboué. C'est dans sa résidence située dans le quartier des ambassades de Rome que son Excellence Mathias Séverin Akio a reçu à déjeuner les pèlerins ivoiriens en Italie. Le directeur général des cultes, Bamba Messamba, a conduit la délégation. Une occasion choisie par le diplomate ivoirien pour situer l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et le Saint-Siège. La Côte d'Ivoire a établi des relations diplomatiques avec le Vatican depuis l'année 1971. Nous sommes l'un des rares pays africains à avoir fait cela. Et nous sommes également l'un des rares pays à avoir offert une basilique à l'État de la Cité du Vatican. Les relations sont très bonnes entre la Côte d'Ivoire et le Vatican. Il s'est également prononcé sur cette année dédiée au pardon et à la miséricorde. Nous avons tous le devoir de pardonner, et surtout en Côte d'Ivoire, où nous avons connu des moments difficiles.
Et c'est Dieu seul qui peut nous accorder sa miséricorde. Et c'est dans ce contexte-là qu'au cours de l'année, il faudrait que nous fassions nous-mêmes l'effort de pardonner à notre prochain. Avant de quitter leur hôte, les pèlerins ont rendu toute la gloire à Dieu pour ces retrouvailles déroulées dans une ambiance festive. Il va recevoir son prix demain 11 février. L'écrivain ivoirien Bernard Dadier, centenaire cette année, est le lauréat de la toute première édition du prix UNESCO UNAM. Le secrétaire général de la Commission nationale de l'UNESCO revient sur le sens même de ce prix mondial. Serge Collet. C'est le couronnement d'une riche carrière. Bernard Belin Dadier, lauréat de la première édition du prix UNESCO UNAM. La candidature de l'homme des lettres, présentée par la Commission nationale de l'UNESCO après un appel à candidature mondiale, a décroché la palme d'or devant d'éminentes personnalités et organisations internationales. Pour le secrétaire général de la Commission nationale de l'UNESCO, l'écrivain ivoirien a séduit le jury par la dimension humaniste de ses écrits. Donc, le dossier de Bernard s'est défendu par lui-même, en raison justement de sa densité, en raison justement de l'humanisme qui habite cette œuvre-là. Je crois que la directrice générale qui, dans son orientation, a dirigé l'UNESCO, met l'accent sur le nouvel humanisme, a dû certainement trouver dans l'œuvre de Bernard un écho à sa propre philosophie. L'œuvre de Bernard Dadier, c'est tout un enseignement légué désormais à la mémoire universelle. Son œuvre recèle une espèce d'anthropophanie, c'est-à-dire une espèce de manifestation de l'homme. L'homme comme liberté, dignité. Son œuvre recèle beaucoup d'aspects de l'universalité. Le prix UNESCO UNAM, financé par l'Université nationale du Mexique, est doté d'un montant de $50 000, environ 25 millions de francs CFA. Il sera exceptionnellement remis à Abidjan. Mais le moment le plus attendu, c'est la déclaration de Dadier à la réception de ce prix. Un instant de célébration marqué par plusieurs représentations artistiques et culturelles inspirées de l'œuvre de cet artiste. Le ministère de la Culture et de la Francophonie, l'UNESCO, la Fondation Bernard Dadier prennent une part active dans la réussite de cet événement prévu ce jeudi 11 février au Palais de la Culture de Treichville. Les touristes ne se bousculent plus pour voir les célèbres pyramides égyptiennes. Le nombre de visites a baissé de moitié ces dernières années. En cause, les attentats terroristes. Reportage. Dans cette maison en briques, pas loin des célèbres pyramides de Giza, dans l'ouest du Caire, Saïd Ramadan se prépare pour une nouvelle journée de travail. Mais ce vendeur de souvenirs de 42 ans n'a plus le moral. Les affaires ne marchent pas très fort depuis quelque temps. Avant, j'allais travailler pendant 1 heure ou 2 et je revenais avec 300 ou 400 livres égyptiennes. Maintenant, si je parviens à ramener 10 livres, je considère ça comme un cadeau de Dieu. Le nombre de visiteurs en Égypte a chuté de près de 15 millions en 2010 à 9,3 millions 5 ans plus tard. Le tourisme, secteur clé de l'économie, souffre de l'instabilité politique et des violences qui secouent le pays depuis la révolte de 2011, au terme de laquelle Hosni Moubarak a quitté le pouvoir. Le coup de grâce est survenu le 31 octobre dernier lors du crash d'un avion russe dans la péninsule du Sinaï qui a coûté la vie aux 224 passagers, pour la plupart des touristes russes. Un attentat revendiqué par la branche égyptienne de l'organisation État islamique. Après toutes ces révolutions, nous avons commencé à entendre parler du groupe État islamique. Tout le monde ne parlait que de ça. Puis les tueries ont commencé et les gens ont arrêté de venir. Il y a tellement d'attaques et de morts dans le monde arabe. Pourquoi un touriste aurait-il envie de venir ici ? C'est normal qu'ils aient tous peur. Les autocars qui encombraient le parking des pyramides ont disparu et seuls des petits groupes se promènent encore sur le site archéologique vieux de 4600 ans. Plus personne ne veut monter à dos de chameau ou à cheval, au grand désespoir de leurs propriétaires, habitués à accoster des touristes de toute nationalité. Quelques jours après le crash de l'avion russe, la Russie a suspendu tous ses vols à destination de l'Égypte et Londres a interrompu ses vols vers Sharm el-Sheikh, station balnéaire de la mer Rouge d'où l'avion avait décollé.
Si les Britanniques et les Russes ne lèvent pas leurs interdictions sur le tourisme en Égypte, cela risque de signer l'arrêt de mort du secteur du tourisme égyptien. Saïd et d'autres vendeurs de souvenirs se sont résignés à traquer les touristes à proximité des bus, armés de quelques bibelots, pour des ventes à la sauvette, en attendant que les affaires reprennent. En France, la révision constitutionnelle initiée par le président François Hollande après les attentats du 13 novembre a commencé avec un vote très serré. L'article 2 du projet de loi inscrivant la déchéance de nationalité dans la Constitution a été voté avec 162 voix pour, 148 contre et 22 abstentions. Le vote solennel a lieu aujourd'hui. Et voilà qui met fin à ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à vous sur RTI 1.